4 janvier 2016, c'est la reprise du travail en Côte d'Ivoire après les fêtes de fin d'année. Dans cette édition, nous allons sillonner quelques administrations. Un milieu carcéral ivoirien, quel quotidien pour les femmes détenues. On en parle également ce soir. Enfin, la journée mondiale du braille, célébrée aujourd'hui dans de nombreux pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Fini donc les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire et place maintenant au travail dans les administrations publiques et privées. La reprise du boulot aujourd'hui a été difficile et s'accompagne d'un petit coup de nostalgie. Un reportage. Après une débauche d'énergie pendant les fêtes de fin d'année ou des moments de réjouissance parfois arrosés, la reprise est difficile. Cambéré Sanson, couturier, n'a pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Il est à son atelier pour honorer certains rendez-vous manqués. C'est pas fonctionnel, mais ici venir par rapport à parce que ça ne marche pas, on est obligé pour venir. Si on reste à la maison aussi, il y a les clients aussi qui peuvent venir. Nous a manqué aussi. Ça croit qu'on est venu pour faire un peu. Rosalie Assi, coiffeuse, n'a pas réalisé un bon chiffre d'affaires lors des fêtes. Elle reprend ses activités dans l'espoir de compenser le manque à gagner. Comme ça n'a pas marché, donc il faut faire venir travailler, de rester à la maison. On va pouvoir attraper ce qu'on n'a pas pu avoir le 31. Dans les maquis et restaurants, les tenanciers sont ravis de retrouver presque tous leurs clients. Non, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas l'argent. On ne voyait même pas les clients. Il n'y avait pas d'affluence ici. Tout ça a du monde dans la salle, donc on a bien repris, ça va bien. Les agents techniques de la mairie d'Adjamé sont aussi à la tâche. Nous avons trouvé la brigade de contrôle des taxes en plein service. C'est un contrôle de routine, comme on a l'habitude. C'est vrai qu'on est en fin d'année, mais il se trouve qu'il y a quelques retards encore sur le terrain. Parce qu'il y a des contribuables qui n'ont pas fini de se mettre à jour. Donc on vient, on contrôle, et puis on profite de ce contrôle. Pour ceux qui ne sont pas à jour, on les oblige à se mettre à jour. Dans les différents ministères et administrations, les agents sont à leur poste. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était d'ailleurs en séance de travail avec ses collaborateurs. Nous avons commencé les contrôles de présence avant les fêtes. C'était à titre expérimental. Nous avons fait quelques constats. Sur la base de ces constats, nous reprenons ces contrôles à partir d'aujourd'hui même, 4 janvier 2016, sur l'ensemble du territoire national, en faisant en sorte que ces contrôles soient des contrôles réguliers. Au ministère des Transports, la même détermination affichée. La reprise est totale, quoi. Tout le monde est présent, le travail a repris parfaitement. On a enregistré plus de 3 courriers ce matin. La reprise est parfaite. On peut le dire sans risque de se tromper. La reprise des activités dans l'administration et chez les particuliers est une réalité ce lundi 4 janvier, premier jour de travail après les fêtes de fin d'année. Une des précisions de Koné Pargassoro et Félix Amani. Dans l'actualité nationale également, plus de 3000 détenus de la crise post-électorale graciés à la veille du Nouvel An. À noter qu'un nombre important de prisonniers, dont des femmes, se trouvent d'ailleurs à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays. Bouna, dans la région nord-est, manque d'infrastructures routières. Conséquence, la capitale du Bounkani peine à décoller économiquement. Les explications de Franck Kouadio. La journée commence bien pour Adama, chauffeur de taxi à Bouna, capitale de la région du Bounkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Conducteur de l'unique taxi de la ville, Adama s'organise comme il peut. Comme je suis le seul, il y a des quartiers, je n'arrive pas à aller là-bas. Or, il y a des personnes, elles veulent sortir, ils ont envie de voir un taxi. Bon, il y a des personnes, elles prennent mon numéro. En cas s'ils veulent sortir, ils m'appellent. La recette journalière de 5 000 francs CFA. Pas toujours évident selon le jeune chauffeur. Ici, le pouvoir d'achat est faible. Les habitants préfèrent la marche ou le mototaxi. Un tour à la gare routière. L'ambiance est calme. Ce minicar attend les passagers pour de repos. Une 60aine de kilomètres vers le nord. La voie est jugée impraticable. Bouna de repos avec la voie là, c'est pas petit, mais on ne peut pas rendre le transport moins cher. 3 000 francs CFA la place. Un tarif à justifier selon le conducteur. Le carburant qu'on prend Bouna de repos,
ça peut faire ici l'axe Bondoukou-Bouna à cause des routes. Bon, ici de repos, on prend carburant 20 000. À cela s'ajoute une certaine concurrence jugée déloyale. Les camions qui quittent à Bangourou, qui vont sur de repos là, ils prennent tous les passagers. Ils font les directs. Voilà. Maintenant, comme nous, on ne va pas trop loin là, donc on a le problème pour avoir les passagers. Et c'est très souvent que le minicar repart à vide vers des sentiers plus reluisants. À la gare voisine, destination Bondoukou, à quelques 150 km vers le sud, on n'est pas mieux loti. De Bondoukou à Bouna, c'est pas assez loin. On paye 4 000 francs. Ici à Abidjan, ça fait 10 000 francs. Franchement, le transport, c'est coûteux. Ça dépend de tous les papiers aussi, c'est cher aussi. Tous les documents des véhicules là, ce qu'on paye là, tout c'est cher. Et le conducteur d'être encore plus évasif sur la raison de la cherté du coût du trajet. Vraiment dans la route, tout le monde mange dedans. Nous, comment faire? C'est pourquoi on a laissé le transport là. Tout est propre, nous on diminue aussi. Pour cet autre acteur, l'insécurité est la grosse plaie qui mine leur activité et entraîne souvent la surenchère. Franchement, ce qui nous inquiète aujourd'hui là, c'est le coupé des routes. Ce sont eux qui nous fatiguent. Souvent même la cause est on est obligé de dormir les passagers. Le secteur du transport dans le Bonkani, de quoi désespérer? Pas si sûr. Le président du conseil régional dit entrevoir l'avenir sous de bons auspices. Nous avons par contre la chance avec le programme du président de la République, le président Alassane Ouattara. Bouna sera bientôt connecté au Burkina Faso par le bitume. Les travaux ont commencé. Nous serons reliés à l'international avec ce bitume qui part de Bouna traversant de repos. Il y a le même programme qui est prévu pour relier le Grand Nord à la région du Bonkani qui fait frontière avec le Ghana, avec le Burkina. Une route partirait de Ferké où un port sec doit être construit, traverser Petit Nation, passer par Téni, sortir donc par Doropo. Ça fait déjà nos deux plus grandes routes qui seront ainsi ouvertes sur les autres départements, mais en plus sur l'international. Donc nous aurons pour nous à entretenir, à ouvrir nos routes interdépartementales, interrégionales, pour que déjà les choses bougent. Entretenir les voies internes, un vœu, mais encore pieux. Pour de nombreux avis, cela devrait se faire avec un début du développement de l'industrie. C'est aujourd'hui la journée mondiale du braille. Cet événement a un double objectif, célébrer d'abord la naissance de Louis Braille, l'inventeur français du système d'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Il s'agit également de souligner leur handicap. Anne Zelika et Oura. Louis Braille, 1809-1852, c'est lui, l'inventeur du braille. L'homme n'avait que 15 ans lorsqu'il inventait, il y a de cela 91 ans en France, ce système universel d'écriture pour aveugles. Braille n'est pas né aveugle, il est devenu, à l'âge de 3 ans. Son œil, il le perd en jouant avec un outil dans l'atelier de son père. Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclaré Journée mondiale du braille depuis 2001. Admis en 1819 à l'Institut royal des aveugles, 2 ans plus tard, il décide d'améliorer la sonographie, une invention appelée écriture nocturne. Il s'agit d'un système créé par un ex-officier d'artillerie, Charles Barbier de la Serre, pour permettre aux officiers de rédiger ou de lire dans l'obscurité des messages codés. Louis Braille garde les bases du système, notamment le codage et l'utilisation d'une combinaison de 1 à 6 points saillants. Mais il y ajoute notamment le codage de signes typographiques latins, lettres, ponctuation, notes de musique. L'essentiel du système est élaboré en 1825. À 20 ans, Braille publie son premier traité. Simple et ingénieuse, l'écriture Braille ouvre à des millions de personnes aveugles l'accès à l'ensemble des connaissances écrites. Grâce à l'alphabet Braille, il est possible de représenter non seulement l'alphabet, mais également les signes mathématiques et les notes de musique. 91 ans après, le Braille reste d'actualité et facilite l'accès au monde de l'informatique à de nombreuses personnes aveugles. Les enseignants gabonais mécontents des primes et rappels de soldes sur salaire 2014-2015 impayés. Ils ont lancé aujourd'hui une grève d'1 mois renouvelable pour faire aboutir leurs revendications salariales, et cela à l'appel des principaux syndicats de l'éducation nationale.
Le football ivoirien est en deuil. Le corps sans vie de Steve Gouhouri, 34 ans, a été retrouvé le 31 décembre dernier dans le Rhin, près de Düsseldorf, en Allemagne. Selon les résultats de l'autopsie, il ne comportait aucun signe de violence. Steve Gouhouri a porté à 18 reprises le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire entre 2007 et 2010. L'Arabie saoudite suspend ses relations diplomatiques, commerciales et aériennes avec l'Iran. À noter que le conflit entre ces deux pays ne date pas d'hier, mais il a pris de l'ampleur depuis que les autorités saoudiennes ont fait exécuter récemment un cheikh chiite, Nimr al-Nimr. Escalade de la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Riyad a rompu dimanche ses relations diplomatiques avec Téhéran après l'incendie de l'ambassade saoudienne dans la capitale iranienne. Après vous avoir mis au courant des détails des agressions contre les représentations du royaume en Iran, je tiens à vous rappeler que le régime iranien a un long passé de violation des missions diplomatiques étrangères, comme par exemple l'occupation de l'ambassade américaine en 1979 ou l'attaque sur l'ambassade britannique en 2011 et enfin hier l'agression contre l'ambassade du royaume à Téhéran et de son consulat général à Mashhad. Face à ces réalités, le royaume annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et demande le départ de tous les membres de la délégation diplomatique iranienne, l'ambassade, le consulat et les bureaux qui lui sont liés dans les 48 heures. L'ambassadeur iranien a été reçu et mis au courant de cela. La colère des chiites a été déclenchée par l'exécution du chef religieux Nimer Bakr al-Nimer, critique virulent du pouvoir à Riyad. En Irak, des attentats ont visé ce matin 2 mosquées sunnites et un muezzin a été tué. La tension monte donc entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Mais qu'est-ce qui oppose véritablement ces deux branches de l'islam? Des explications tout de suite dans ce document. La chute de l'Empire ottoman n'a pas immédiatement conduit à l'indépendance arabe tant attendue au Moyen-Orient. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France avaient fixé en secret leur zone d'influence dans la région avec les accords Sykes-Picot. Puis la Grande-Bretagne a soutenu le principe d'un foyer national juif en Palestine dans la déclaration Balfour. Dans la lutte contre l'impérialisme européen durant les décennies suivantes, le nationalisme arabe va éclipser des tensions récurrentes dans la région, entre les musulmans sunnites et chiites, ou entre des groupes ethniques, comme les Kurdes, qui réclament un État indépendant. La proclamation de l'État d'Israël provoque la première guerre israélo-arabe, et le conflit israélo-palestinien se poursuit aujourd'hui autour du statut des frontières et des territoires occupés. La dépendance occidentale vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient, celle des alliances politiques dans la région, principale réserve mondiale d'or noir, comme celle entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Malgré le soutien apporté à Bagdad durant la guerre Iran-Irak, Washington et Riyad conduisent l'offensive pour chasser l'Irak de l'émirat pétrolier du Koweït durant la première guerre du Golfe. Après le choc des attentats du 11 septembre, les États-Unis envahissent l'Irak au motif, discrédité depuis, qu'ils détenaient des armes de destruction massive. Après quasi 9 ans d'occupation, les derniers soldats américains quittent l'Irak. Dans un climat d'instabilité, les révoltes du printemps arabe renversent plusieurs dirigeants dans la région, la guerre civile s'ancre en Syrie. Les violences confessionnelles et les conflits internes ont favorisé l'émergence de groupes djihadistes comme Al-Qaïda ou plus récemment le groupe État islamique. En Suède et au Danemark, des mesures pour endiguer l'afflux des réfugiés. Ces deux pays ont instauré des contrôles à leurs frontières avec l'Allemagne pour empêcher l'entrée des réfugiés sans papier. L'Allemagne, donc, de son côté, qui a accueilli plus d'1 million de migrants en 2015, estime que les dispositions suédoises et danoises mettent en danger l'espace Schengen. Enfin, le nord-est de l'Inde secoué par un tremblement de terre. La catastrophe a fait 9 morts et des dizaines de blessés. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. À demain, 19h30.